The Canadian real estate market has experienced a huge boom in the pandemic. At its peak, 30% of properties were being sold over 10% of their asking price. Sales records were happening every month. Rapid rise in interest rates cooled the market on the second half of 2022. And at that point, we have a new reality that sunk in 2023. It's been a turbulent time in the real estate market. I remember personally making offers with clients 11 times before they got an accepted offer. And now having homes sitting on the market for 6 months with little to no visits. Today on the show, we have Marc Lacasse, courtier immobilier, président du conseil d'administration de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec et mon beau-père. Merci d'être ici. Avec plaisir, Kyle. Salut. Salut. Hey, l'immobilier durant ton mandat a vu vraiment une croissance, puis vraiment turbulent, on pourrait dire. Qu'est-ce qui t'a amené un peu dans ton parcours pour devenir un courtier immobilier, puis siéger à la PCQ? Au niveau du courtage immobilier, Carl, ça s'est passé drôlement. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'université, j'ai des amis à moi qui ont tout de suite commencé dans l'immobilier. Et moi, j'avais suivi un autre parcours. J'étais plus un gars de communication, marketing. Alors, je me suis retrouvé par un heureux hasard chez Remax Québec, le siège social de Remax, où j'ai joué un rôle de consultant pendant bien des années. Et s'en est suivi une offre d'emploi. Alors, je suis devenu vice-président marketing de la bannière au Québec. Mm-hmm. Et donc, j'avais encore mes chums que je côtoyais et qui progressaient dans l'immobilier. Puis, par la force des choses, dans mon rôle, je côtoyais tous les courtiers du Québec, principalement ceux de la bannière où je travaillais. Et donc, j'observais leur travail, je regardais leur qualité de vie. Ils travaillaient fort, mais par contre, je trouvais qu'ils étaient à leur compte. Alors, ils étaient maîtres de leur agenda et tout ça. Alors, ça me souriait, tout ça. Et ma conjointe, qui, elle, avait un parcours dans le milieu bancaire, on s'est retrouvés à un moment donné à la croisée des chemins de se dire, on se voit quoi nous faire? On se voyait être ensemble, on se voyait travailler ensemble. On avait cette synergie-là pour dire, oui, on pourrait passer 24 heures par jour ensemble. Alors, je lui ai proposé qu'on puisse faire notre cours et éventuellement quitter nos carrières corporatives et devenir courtier puis de former une équipe. Alors, c'est ce qui s'est passé autour de 2010. Et Sophie a commencé 2 ans avant moi. Et moi, j'ai quitté en 2012 ma carrière corporative. Puis le 1er janvier 2013, on lançait notre équipe ensemble. Alors, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Fait que ça, c'est le côté, si tu veux, courtage immobilier. Mm-hmm. Sur l'aspect associatif, j'avais aucune visée à ce niveau-là. C'est arrivé drôlement, c'est que dès que j'ai commencé mes premières semaines comme courtier, j'ai eu un appel. Et donc, au niveau associatif, les gens cherchent toujours à avoir des talents complémentaires autour d'un conseil d'administration. Puis ils avaient identifié que je pourrais leur donner un coup de main. Alors, on m'a proposé de me présenter, et c'était pas chose faite. À l'époque, la PCQ n'existait pas, c'était la CIGM, donc la Chambre immobilière du Grand Montréal. Je devais donc soumettre ma candidature à des élections et heureusement, j'ai été élu, ce qui m'a amené à siéger au conseil d'administration. Puis au fil du temps, j'ai beaucoup d'intérêt sur le marketing numérique. Alors, je suivais beaucoup ce qui se passait chez Centris et je me suis retrouvé quelques années plus tard au conseil d'administration de Centris aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Là, je plongeais vraiment dans tout ce qui était nouveau au niveau de la technologie. Puis, j'étais encore dans cet environnement-là quand on a créé la PCQ en 2018. Et donc, dans les années qui ont suivi, c'était presque un naturel éventuellement de retourner au niveau associatif
Et c'est comme ça que j'ai été élu au conseil de l'APCQ et que j'ai fait les dernières années au niveau associatif. Parfait. Moi, mon premier souvenir de te rencontrer, c'était durant ton rôle comme chez Remax, comme niveau marketing. Oui. C'est à Las Vegas. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu faisais un peu un vlog des courtiers puis leur expérience là-bas. Et la première fois je pense qu'on s'est parlé, tu as dit « Hey Kyle, c'est ta première fois à Vegas? » Je dis « Oui, pour le R4, disons, l'Assemblée internationale de Remax. » Oui. Et parle-moi un peu de Vegas. Puis j'étais jeune, première fois dans l'industrie, puis j'étais juste content d'être là-bas. Et c'est vraiment mon premier souvenir qu'on s'est parlé. Wow, ben écoute, c'est magnifique. Tu vois, c'est la première fois que tu m'en reparles, puis je me souviens Sûr, pas la de vidéo ça. existe à quelque part. Là. Ouais. Qui aurait cru que, Qui aurait... après toutes ces années, on se retrouverait aussi près un de l'autre Ouais. dans la C'est pas la même dernière famille. fois que tu m'as posé des questions sur caméra. Non? Non, OK. J'en doute pas. Là, Je me souviens de 2022 aussi. ouais, exactement. Mais si on retombe un peu dans le courtage, mauvaise presse les dernières années. Un marché qui était, on parlait un peu dans l'intro, mais un marché qui était en croissance. Les acheteurs qui se faisaient dire non souvent à des offres d'achat multiples. Là, on commence à voir un peu les séquelles de ça qui commencent à sortir dans les médias. Comment que la PCQ pense rehausser le courtage immobilier au Québec? Oui. Sais-tu quoi, Cal? Tu as raison de penser que ce qui nous a affecté au cours des 2-3 dernières années, hein, on a l'impression que c'était toujours la faute des courtiers. Ah, il y a de la surenchère, ça c'est les courtiers, ça c'est eux autres qui contrôlent les prix et tout ça. Alors, il n'y a rien de plus faux que ça. Le marché, au fil des années, s'équilibre par lui-même. Hein? C'est toujours une question d'offre et de demande. Si tu as plus d'acheteurs que tu as de vendeurs, ben tu risques d'être en surenchère. Puis si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, tu risques de vendre ta maison en la négociant plus que tu aurais pensé. Alors, le marché, il s'auto-régule par lui-même. Les courtiers immobiliers, nous sommes des accompagnateurs. Alors, on n'a pas vraiment, disons, un rôle qui pourrait influencer le marché. Hein? Puis on n'a pas parlé encore des taux d'intérêt, mais hein, on s'entend. Ouais. C'est tous en fait, des facteurs externes qui ont une influence sur le marché. Maintenant, pour revenir au cœur de ta question, bien, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu passer par la tête à certains courtiers de profiter d'une situation et de déroger de nos règles de déontologie, la loi et tout ça. Alors, malheureusement, c'est arrivé et c'est une petite poignée. Hein? Alors, donc, d'un autre côté, hein, on va connaître au Québec, bon an, mal an, entre 75 000 à 100 000 transactions, mais on parle toujours des 3, 4, 5 là, qui ont dérapé. Mais toutes les autres vont bien, parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement régularisé. Alors, on est la province qui est la plus sévère parce qu'on a un gouvernement provincial qui écrit une loi sur le courtage et qui mandate un organisme, donc on pourrait dire son bras droit étant l'OACQ, qui est là pour protéger le public. Donc, les clients acheteurs comme vendeurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Les courtiers immobiliers sont extrêmement bien encadrés, puis 99,9% des transactions se passent magnifiquement bien. Absolument. OK. Bien, si je pose la question, puis comment adresser deux situations que je me fais encore, que le public pose comme question, c'est comment que je suis vraiment sûr si je suis en offre multiple? Et le deuxièmement, c'est quoi la garantie légale et pourquoi certains vendeurs enlèvent la garantie légale? C'est deux sujets qu'on a vu vraiment prendre une place importante durant la pandémie. Si tu veux, on ajoutera à ça aussi l'inspection. Ah oui, absolument. C'est une autre donnée qui est revenue beaucoup dans les dernières années. Alors, fait que si on adresse la première question, la question des offres multiples. Alors, comment j'ai une garantie? Comment je réponds à ça à un client qui me pose la question que tu as eue, je l'ai eue moi aussi à maintes reprises. Alors, on répond à ça en disant justement qu'on est dans un environnement tellement réglementé que si un courtier posait un geste
qui allait à l'encontre, donc, de la vérité et qu'on ne serait pas vraiment en offre d'achat multiple, bien, je risque de perdre mon permis. Mhm. Et je ne perdrai pas mon permis pour une peut-être transaction en offre multiple. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que j'y réponds. Et je leur explique qu'on a un système de communication interne, alors qui est très près du courriel ou du texto. Tu le connais bien, la plateforme d'Imo Contact. Oui. Donc, il y a un système légal avec lequel on est obligé de communiquer avec nous lorsqu'on est en promesse d'achat multiple. Donc, le courtier inscripteur nous envoie un message. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, on va informer notre client qu'il y a une situation d'offre multiple. Naturellement, il y a des preuves, hein, tout ça, parce qu'il y a des communications. Des preuves écrites. Puis si jamais quelqu'un avait un doute, et là, c'est pas juste notre client acheteur, ça peut être nous comme courtier qui avions un doute, bien, on va s'adresser à l'OACQ puis on va demander de faire reviser la transaction. Et le courtier, s'il est fautif, bien, il risque des suspensions, des sanctions, des amendes, puis ultimement de perdre son permis. Il n'y a personne qui joue avec ça. Fait que ça n'arrive pas, Carl. Je comprends que le public est un peu ébranlé, mais c'est comme ça qu'il faut les réconforter sur cet aspect-là. Mhm. Parlons maintenant, si tu veux, de la situation que tu mentionnais sur la garantie légale. La garantie légale. Heureusement, c'est une situation temporaire qu'on a vue pendant la pandémie. C'est déjà derrière nous. On la voit presque plus. À quoi ça sert d'enlever la garantie légale? Bien, c'est utile lorsque la personne qui vend n'a pas habité la propriété. Alors, on va le voir encore dans différents cas. Les cas usuels, une reprise de finances. La banque reprend une maison. Mais quand elle va la vendre, elle la vend sans garantie de qualité. Elle ne l'a pas habitée, elle ne connaît pas la maison. On va le voir dans des cas de succession. Donc, des gens qui ont habité leur maison toute leur vie décèdent. Les enfants héritent. Les enfants ne connaissent pas la maison, comment elle a été entretenue et quelles ont été ses problématiques dans les dernières années. Donc, la vente sans garantie. Et tu peux avoir un cas aussi de quelqu'un qui loue. Alors, un investisseur, il a acheté une propriété, il l'a louée pendant 5 ans. Ça se peut qu'il la revende sans garantie légale. Mais ces 3 cas-là ne veut pas dire que la maison est en mauvais état ou qu'elle a des vices. Ça ne veut pas dire ça. Alors, durant la pandémie, ça a été une façon aussi pour des vendeurs de se soustraire de leurs responsabilités. Et là, ça causait des inquiétudes. Mais je te rassure, on ne voit pratiquement plus cet aspect-là dans les transactions immobilières aujourd'hui, autre que pour les cas que je t'ai mentionnés. Mm-hmm. Puis, si tu veux, bon, on peut terminer avec l'inspection. Ouais. Alors, au niveau de l'inspection, les courtiers immobiliers ont tous un devoir de déontologie de suggérer à leurs clients de faire une inspection. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est le client qui décide. Absolument. Et tu sais, Carl, tu en as vécu, comme moi, plein de situations où tu achètes une propriété et elle a été vendue l'an dernier et la personne a fait une inspection, il a gardé son rapport, il n'a fait aucun travaux dans la propriété. Le nouvel acheteur dit « Je peux-tu le lire, le rapport? » Et on lui rend disponible, il lit le rapport puis il dit « Écoute, moi, j'ai aucune inquiétude. C'est l'acheteur qui décide de son niveau de risque et c'est lui qui va dire « J'ai décidé de ne pas faire d'inspection. » Notre devoir, c'est de recommander, mais on comprend très bien qu'il y a des situations logiques qui fait que moi-même, j'aurais probablement pas fait une inspection si j'avais acheté pour moi-même. Absolument. Il y a l'autre côté de la médaille, les maisons qui sont entièrement rénovées, que l'acheteur a l'idée de tout mettre à terre de toute façon. Ouais. Tout à fait. Absolument. Mais très bon point. Si on parle un peu de les données sur Montréal, parce qu'on a eu une croissance importante, je pense dans toutes les grandes métropoles du Canada, mais Montréal, aucune exception. Est-ce qu'on a un peu des données de qu'est-ce qui est arrivé durant la pandémie, puis maintenant, après, où qu'on est rendu présentement? Absolument. À l'APCIQ, on sépare effectivement les 5 dernières années en 3 catégories. L'avant-pandémie, la pandémie, puis l'après-pandémie. OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour te donner un peu une évolution du marché de la grande région de Montréal, bien, je t'ai sorti les 3 facteurs qu'on discute le plus quand on tente d'analyser un marché. Alors, soit comment les prix se sont comportés, le nombre d'inscriptions, qui va te dire si tu es plus dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs, et les délais de vente. OK. Alors, si on prend, par exemple,
si on regarde les prix, bien, écoute, tu vas être surpris de voir qu'entre 2018 et 2023, bien, le prix médian d'une unifamiliale à Montréal a augmenté de 68 %. Wow. Du côté des condos, c'est 53 %, puis du côté des plex, c'est 40 %. Alors, tu vois comment on a eu une pente anormale. Mhm. Parce que si tu regarderais des graphiques sur les 50 dernières années, ça te convaincrait d'investir en immobilier. Parce qu'il n'y a rien de plus profitable que l'immobilier si tu regardes des tableaux et tu les compares avec toutes les autres façons dont tu pourrais placer ton argent. Alors, l'immobilier devient définitivement un moteur incontournable. Mhm. Alors, maintenant, lorsque tu vois des grandes progressions de prix comme celle-là, bien, ça te dit aussi, bien, écoute, je devrais pas m'arrêter d'acheter parce que oui, ça va continuer d'augmenter. Dans les années normales, l'immobilier peut prendre 2 à 5 % d'augmentation de ses valeurs. Alors, donc, retenons ça, dans toutes les catégories d'habitation, il y a eu des croissances de prix. Maintenant, si tu regardes comment le marché, lui, a changé, parce que tu vas avoir de la croissance de prix autant dans un marché qui favorise les vendeurs que les acheteurs. Mhm. En 2018, notre marché favorisait les acheteurs. On était dans un marché d'acheteurs. Mais il a commencé le marché à changer vers les vendeurs. Et comment on le voit? On le voit par le nombre d'inscriptions. Quand tu as un nombre d'inscriptions suffisant, le marché est en équilibre. Quand tu as trop d'inscriptions, bien là, tu es dans un marché d'acheteurs, puis les prix se négocient à la baisse. Et tranquillement, on a vu à partir de 2018 le nombre d'inscriptions diminuer. Même avant la pandémie. Même avant la pandémie. On était, Kyle, dans un marché qui favorisait les vendeurs en 2019, l'année avant la pandémie. Maintenant, ça l'a propulsé le marché Absolument. dans un marché de vendeurs dès que 2020 est arrivé puis qu'on s'est retrouvé confiné. Mais le monde était capable de se qualifier pour des maisons plus chères. Les taux d'intérêt étaient très bas. Pourquoi pas? Le monde se questionnait. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de cet espace-là? Ou là, je travaille de la maison, j'ai besoin de plus d'espace, je suis pas obligé d'aller au bureau. Le grand changement, tout le monde questionnait en même temps. C'était vraiment, peut-être once in a lifetime, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait le fondateur de Compass aux États-Unis, une autre boîte de films, We lived through the great reshuffling. Oui. C'est très bien dit, là, je pense. Oui, Ouais, oui, ouais. et tu as raison. C'est probablement un événement unique qu'on va vivre dans notre vie. Ça l'a amené énormément d'insécurité. Puis l'insécurité, ça a été bon pour les courtiers immobiliers. Parce que quand tu es insécure, tu ne penses pas à faire les choses toi-même. Tu ne les prends pas à légère. Donc, tu vas t'entourer d'experts. Et les parts de marché des courtiers immobiliers depuis la pandémie ont augmenté. Nous, on mesure les transactions qui sont faites avec l'aide d'un courtier ou sans l'aide d'un courtier, et on est en croissance sur tous les plans. Pas juste nécessairement par rapport à d'autres modèles d'affaires qui proposent des services en courtier, mais le gré à gré aussi. Alors, toi, là, tu pourrais être propriétaire d'une maison de campagne et ça fait longtemps que tu regardes le terrain de ton voisin et tu dis « Hey, lui, quand il va vendre, je vais acheter le terrain. » Et donc, tu es en contact avec ton voisin. Bien, tu aurais été tenté de faire la transaction toi-même en disant « Oh, regarde, on va s'entendre là, sur le coin de la table, puis après ça, on va aller chez le notaire. » Bien, même ces transactions-là, qui étaient habituellement, comme je te dis, faites de gré à gré, bien, il y a une augmentation de ces transactions-là qui sont faites par l'entremise de courtiers. Donc, le marché dont on discute, bien, il a eu son avantage. Et comme les gens ont fait plus appel aux courtiers, ça nous a permis de mettre de l'avant notre valeur ajoutée sur des facettes qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et ça a augmenté la réputation des courtiers face au grand public. Alors, voilà un peu un constat sur... Et si on dit même aujourd'hui, je pose la question de
C'est de plus en plus compliqué acheter une maison. Les formulaires sont de plus en plus longs. Les rapports d'inspection ont commencé, je vous souviens, au début de ma carrière, 15 pages peut-être. Puis là, on est rendu à 90. Mais je suis 100% d'accord. Mais où je m'en allais avec ma question, c'est est-ce qu'on est maintenant, aujourd'hui, hiver 2024, désolé, wow, en janvier 2024, est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs encore? On est dans un marché de vendeurs. Puis on va être dans un marché de vendeurs toute l'année encore, selon les prévisions là, de tous les économistes. Ce qui arrive, c'est que tant et aussi longtemps que notre nombre d'inscriptions est bas, ça amène automatiquement que les prix vont non seulement demeurer stables, mais vont continuer un petit peu leur croissance. Alors, on est dans un marché de vendeurs tant et aussi longtemps qu'on ne verra pas une grande augmentation du nombre d'inscriptions. Selon toi, les taux d'intérêt ou l'inventaire contrôle plus le marché, la croissance d'un marché immobilier? Oui. Et ça va avec plein de facteurs. Hein? Ça va avec les conditions économiques. Donc, la confiance des Québécois dans l'économie, ça joue un rôle important. Si tu as confiance, tu vas investir, tu vas dépenser. Si tu n'as pas confiance, tu vas adopter plutôt une attitude conservatrice. Tu vas dire, je m'assois, je regarde le marché aller, puis je déciderai dans 6 mois ce que je vais faire. Alors, écoute, tu sais, les prévisions qu'on a pour 2024 sont assez positives, surtout pour le Québec, et pour plusieurs raisons. Ben, écoute, la première, c'est justement, on s'attend d'avoir un marché où on est en ce moment dans une lancée où le nombre d'inscriptions augmente. Les prix sont assez stables. Ouais. Alors, tout ça va bien. Puis, les économistes commencent à voir des possibilités de baisse de taux d'intérêt à partir du 2e trimestre. Alors, on s'entend, là, on ne retournera pas en dessous du 2% comme on a vécu. Mais moi quand j'ai quelqu'un qui me pose la question, « Ah, mon Dieu, hey, les taux d'intérêt à 6%, j'en reviens pas, hey, c'est cher. » Bien, moi, je leur réponds que c'est encore bas. Puis souvent, je vois leur surprise, puis je leur explique. Je leur dis la moyenne des 20 dernières années, c'est 7,7%. À 7,7%, tout le monde fait des transactions immobilières. Ouais. Fait qu'à 6, on est encore à des taux assez bas. À partir du moment où tu te qualifies, tu as confiance dans l'économie, puis ça, c'est l'autre facteur qui devrait être assez stable. Le Québec s'en tire mieux que le reste du Canada. Nos prêts hypothécaires sont moins à risque. Les Québécois sont moins endettés. Tu serais surpris de savoir le nombre de ménages québécois qui n'ont pas d'hypothèque, donc qui ne sont pas affectés par ça. Puis l'économie, même si elle se fait brasser un peu, se comporte mieux qu'ailleurs. Alors, on devrait avoir une bonne année immobilière 2024. Parfait. Si je reviens à ton mandat à l'APCQ, c'était des années qui étaient compliquées, difficiles, on en a parlé un peu. Plus gros succès sur le plan personnel que tu as apporté à l'association? Bien, je te dirais, j'espère avoir été en mesure d'amener mon bagage à moi pour rendre la PCQ meilleure, pour rendre notre profession meilleure, donner un élan à notre association dans une direction qu'elle pourra poursuivre. Alors, tu vois, je suis très sensible à la réputation des courtiers. Je suis heureux qu'elle s'est améliorée. On est en constante discussion avec les instances gouvernementales. La loi sur le courtage immobilier, on aime ça être un joueur qui est sur le terrain et non pas dans les estrades et subir. Alors, on aime participer à la discussion. On a fait des grands pas en avant à ce niveau-là. On pense que plus le gouvernement va nous consulter avant d'adopter des grands changements, plus ça va être facile de les intégrer dans notre profession. Alors, j'espère avoir pu aussi contribuer à ça. On a multiplié nos actions politiques. On a maintenant des lobbyistes qui travaillent à temps plein. C'est une firme externe, là, mais qui travaille avec nous. On a un directeur à temps plein maintenant qui ne s'occupe que des actions politiques. Fait que sur cet aspect-là, j'espère aussi avoir eu une certaine influence. Et finalement, si on regarde le futur de l'immobilier, la technologie, bien, on a entré
l'intelligence artificielle à l'APCQ. On est au tout début, mais pour un organisme à but non lucratif, on est très audacieux. On sait qu'on est dans une profession qui est extrêmement influencée par la technologie. Ouais. Alors, on ne veut jamais être, même, là, je vais dire en arrière de la parade, on ne veut même pas être dans la parade. On veut être en avant de la parade. Alors, j'espère que j'aurais pu contribuer à ça. Naturellement, il n'y a rien qui se fait tout seul. Le conseil d'administration de la PCQ, bien, c'est 12 autres collègues qui sont élus par les membres, qui, eux aussi, mettent un petit peu leur carrière immobilière de côté pour donner un coup de main puis tenter d'aider notre profession. Alors, tout le monde ensemble, je pense qu'on a bien travaillé au cours des 4 dernières années, puis j'espère avoir donné cet élan-là. Je finis ma dernière question avant qu'on parle un peu de Montréal. Si tu es un acheteur qui veut commencer à magasiner avec un courtier immobilier ou tu es un courtier immobilier qui veut améliorer leur service, quoi faire? Le focus sur quoi? C'est quoi les pain points de certains clients pour adresser ou... Oui. Bien, le courtier du futur, il va être extrêmement bien renseigné. Notre valeur ajoutée, elle est vraiment dans l'accompagnement et le conseil. Okay. Il y a des outils qui se développent. La personne, si elle veut faire évoluer sa maison, bien, oui, on est des experts dans le domaine, mais oui, tu pourrais appeler un évaluateur agréé qui pourrait aussi faire le travail. Alors, notre valeur ajoutée, elle est vraiment dans la connaissance de notre métier. Premièrement, on a l'expérience des transactions. Donc, on a vu à peu près toutes les situations. Nous, on n'est pas dans l'émotion, on est dans le rationnel. Nos clients sont dans l'émotion. Ils veulent absolument l'acheter ou ils veulent absolument la vendre pour acheter l'autre. Alors, nous, on est détachés de ça. Embrasser le changement. Puis le changement, il n'est pas juste technologique. On va continuer d'avoir des changements de loi. On va continuer d'avoir des nouveaux formulaires. Alors, il y a veut pas, le monde change, puis il change à une vitesse plus grande qu'avant. Alors, il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Il ne faut pas baisser les bras à chaque fois qu'on est face à un changement. Et, naturellement, l'aspect technologique, bien, tu as vu comment ChatGPT, depuis 1 an, a propulsé des changements dans toutes les professions. Il faut embrasser ça. Il faut l'apprivoiser. Il faut que ça fasse partie de nos façons de travailler. Alors, ce serait le conseil que j'aurais donné à un courtier pour bien faire face au futur, embrasser le changement, se former, donc prendre les formations qu'il faut et aussi passer du temps à faire des recherches. Alors, tu veux suggérer à un client acheteur de déménager sa famille dans un quartier. Connais le quartier. Ben oui, fais tes recherches. Puis si c'est un quartier que tu ne connais pas, c'est pas un quartier que tu as travaillé beaucoup, tu es capable de passer 1 heure chez toi, puis de regarder le profil des écoles, des services, des hôpitaux, des commerces, des restaurants. Tu sais qu'on a tellement d'outils à notre disposition, les walk scores. Alors, il y a tellement d'outils qui nous permettent rapidement, nous, on sait où aller les chercher, d'être connaissants. D'être un bassin d'information pour notre client. Pas juste sur les contrats, mais sur le quartier, le secteur, qu'est-ce qui est tout encadre de leur futur dans leur propriété. Ouais. Si tu me permets, je vais te faire une petite comparaison. Récemment, je me suis présenté chez un concessionnaire automobile que je ne connaissais pas pour changer éventuellement de voiture. Et quand je suis arrivé à la réceptionniste, je sais comment ça fonctionne. Les représentants des ventes sont tous assignés selon un ordre tour de rôle. Hein? Et j'ai tout de suite dit à la réceptionniste, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis quelqu'un d'exigeant comme acheteur et j'ai fait mes recherches. Alors, je vous demande de m'assigner votre meilleur vendeur. Puis, si ce n'est pas votre meilleur, assignez-moi pas un vendeur que je vais en connaître plus que lui parce que moi, j'ai fait mes recherches. Alors, ça te donne une idée, là. On est là, les consommateurs. Ouais. Fait que le client qui s'en vient face à nous, il s'attend qu'on en connaisse bien plus que lui. Mm-hmm. Alors, une ressource d'information. Voilà. Ouais. Ah, très bonne question. Ouais. Si je reviens sur Montréal. Oui. Rapidement. Oui. Rapid fire. Go. Restaurant favori à Montréal. Wow! Écoute, tu viens de comprendre que moi, je recherche beaucoup la qualité de service à la clientèle. J'ai un petit faible pour les restaurants italiens.
Puis j'ai un faible aussi pour les vues. Moi, j'aime les vues panoramiques. OK. J'aime les restaurants qui sont sur des toits. Alors, j'aimerais bien... Tu sais, je ne suis pas le genre de personne qui va te nommer les restaurants les plus chers de Montréal. Mais tu sais, je te dirais un restaurant aussi simple que... Voyons, son nom m'échappe. C'est parce que tu me le demandes. Sur le toit de la place Ville-Marie, Sunshine, là, Les enfants terribles. Bon, ils ont plusieurs succursales, mais j'aime ça aller là une fois de temps en temps pour la vue, surtout l'été. J'aime les restaurants du Vieux-Montréal pour la même raison, parce qu'il y a un environnement. OK. Naturellement, j'aime bien manger comme tout le monde, mais ça me prend tous ces facteurs-là, moi, pour me rendre heureux. Venue de show à Montréal. Ou si tu en as vu un show qui est mémorable à Montréal. Oui, ben écoute, le premier qui me vient en tête, puis il n'est pas nécessairement dans la salle, dans une salle, c'est U2. Alors, U2 okay, oui. à Blue Bonnets, Oui. on l'a entendu, ce spectacle-là, il était supposé nous arriver, si je me souviens bien, en 2009. Il a été annulé, il a été reporté d'1 ou 2 ans. Alors, c'est arrivé en 2010, 2 soirées consécutives. Oui. J'ai acheté les 2 soirées. Est-ce qu'il pleuvait? La première soirée. Ouais, c'est ça. La première soirée, on a été trempés, surtout à la fin du spectacle. Alors, moi, premièrement, j'adore le groupe. La tournée était extraordinaire. Les effets visuels étaient extraordinaires. Donc, ça m'a marqué comme spectacle, puis ça demeure ancré dans ma mémoire. Peut-être tu as déjà répondu à ma question, mais ma prochaine question, c'est s'il y avait une soirée mémorable à Montréal. Mais ça peut être un show, ça peut être n'importe quoi. Écoute, je te dirais, je suis un amateur de hockey aussi. J'ai vécu des Coupes Stanley à Montréal. Ouais. J'ai vécu des parades de la Coupe Stanley. Alors ça, c'est mémorable. J'ai connu, et là, ça va trahir mon âge, mais un des shows qui m'a le plus impressionné, c'était un show au Forum. OK. Et c'était Michael Jackson, mais qui n'était pas solo, qui était avec ses frères et sa sœur. Donc, les Jackson 5 au Forum de Montréal, ça, c'est définitivement quelque chose qui m'a marqué aussi, qui a marqué ma mémoire. J'adore les belles salles de spectacle. La nouvelle salle de l'Orchestre symphonique de Montréal, à côté de la Place des Arts, est extraordinaire, magnifique. Je vais assister d'ailleurs à un spectacle-là dans quelques mois. Donc là j'aime l'architecture, j'aime la salle parce que, comme tu sais, à un moment donné, on tombe tous dans l'une, hein, on tombe dans nos pensées. Ouais. Alors, le décor est magnifique, ça m'aide à... Regardez partout le visuel, le 360 est magnifique. Oui. Cool. Ben merci d'avoir pris le temps de venir. Regarde, on se croise sur le terrain et à la maison. Et sur un terrain de golf. Oui, c'est ça. Et à la Place Belle et au Centre Belle. Exactement. Merci, Carl, puis bon succès à votre équipe cette année. Merci, Marc.